C'était un effroyable salmigondi de bras contournés, de taille frénétiquement cambrée, de jambes se levant à la hauteur de la tête pour retomber en pointe sur le plancher. Des têtes se précipitaient au niveau du genou. Je m'attendais à chaque instant à voir tourbillonner les danseurs sur la tête, les mollets en l'air. Si Dante eût vu un pareil spectacle, nul doute qu'il n'eût infligé ce supplice à ses âmes damnées, car c'est bien ainsi, je me le figure, qu'on doit danser dans les cercles infernaux. Ah bonjour les amis, ici vous êtes les bienvenus. Oh, bonjour chers visiteurs. Il semblerait que vous arriviez à point nommé pour ce troisième volet du Tour des commodités en bonne société. Aujourd'hui, il est question de s'intéresser à un lieu un peu particulier, hors du temps, à la fois partout et nulle part. Il fut le théâtre de bien des histoires hautes en couleurs et vous le connaissez. Enfin, vous pensez le connaître. J'ai nommé le bal. D'ailleurs, si je vous parle d'aller au bal, je suis prêt à parier que la première image qui vous viendra en tête sera de ce genre. Opernballeröffnung Jakob Marbo, Sohn des ehemaligen Kulturstadtrats Peter Marbo. Hat so einen Spaß. Maintenant, si je précise que le bal dans lequel nous allons est un bal populaire, c'est probablement à ceci que vous pensez désormais. Bien. Maintenant, si j'ajoute que le bal auquel nous allons est un bal parisien qui a lieu grosso modo entre 1840 et 1910. À quoi donc pensez-vous ? Ah, l'image doit être sans doute un peu floue, n'est-ce pas ? Pourtant, un bal populaire à cette époque ne ressemble pas au premier type de bal que je vous ai montré, et encore moins au second. En réalité, on est plutôt proche de ce genre d'ambiance. Eh bien, vous ne me croyez pas ? Que diriez-vous d'aller constater par vous-même ? Ne vous en faites pas, je serai votre guide. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis tout à fait d'accord. Très bien, alors, en route. Ce soir, je vous emmène au bal. Alors, vous êtes prêts? Nous pouvons nous mettre en route? Comment? Oui, naturellement, je vous laisse un peu de temps pour vous préparer. Tenez, pendant que vous vous apprêtez, je vais vous raconter un peu l'histoire de l'endroit où nous allons. Je ne vous apprends rien en vous disant que se réunir pour danser n'est pas quelque chose de nouveau pour l'humanité. Mais, sous l'Ancien Régime, les bals étaient plutôt l'apanage de la noblesse. Le peuple, lui, n'est bon qu'à danser la gavotte sur les places de village. Dans les surprises parties, pour sortir une jeune fille, c'est une nécessité de savoir danser. À Paris, il y avait bien quelques marchands de vin chez qui on pouvait danser dans l'arrière-boutique passer une certaine heure, mais rien de folichon. On appelait d'ailleurs ces établissements des guinguettes, ou des balmusettes. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Passe la Révolution... Tu n'as pas de couilles, Robespierre. Puis l'Empire, et avec Napoléon, c'est toute une nouvelle noblesse qui fait son apparition. Et devinez quoi? Ces nobles fraîchement émoulus ne savent pas danser. Heureusement, un certain monsieur Mabille, professeur de danse, leur donne des cours auxquels assistent aussi quelques bourgeois. Pour mettre à l'épreuve ces danseurs, le professeur Mabille organise à la belle saison, dans son jardin situé sur le faubourg Saint-Honoré, des après-midi dansants où les élèves peuvent éprouver leurs capacités. Si au début ces événements sont réservés aux élèves de monsieur Mabille, le succès est tel qu'il ouvre son bal au public. Mais le peuple n'a pas attendu que les élites se mettent à danser pour avoir ses propres bals. La preuve, dès 1807, un arrêté émis par le préfet de la Moselle, M. de Vaublanc, déclare « La défense des jeux et bals nuit à la conservation des mœurs, puisqu'il est reconnu que les amusements clandestins occasionnent plus de désordre que les amusements publics, et que, si l'on interdit les divertissements publics, la jeunesse en cherche d'autres qui sont plus dangereux pour l'innocence, les mœurs et le bon ordre. » Pour qu'un préfet autorise les bals, c'est qu'il y avait donc bien une demande. Dans les années 1830, les bals se développent et, pour éviter les dérives, le gouvernement de l'époque, la monarchie de Juillet, décide de faire une ordonnance de police pour les réglementer. Je ne vais pas vous assommer avec tous les articles, ceci dit, gardez cette ordonnance en tête car nous en reparlerons. Le succès des bals est tel qu'on ouvre des établissements un peu partout dans Paris, et certains marchands de vin, chez qui le peuple pouvait danser, troquent leurs salles étroites contre des pistes de danse. L'impulsion est donnée. L'âge des bals peut commencer. D'ailleurs, que comptez-vous mettre pour y aller, mesdemoiselles ? Ma foi oui, une toilette un peu recherchée, rehaussée par une robe élégante qui ne fait pas trop chic, me semble idéal. Le bal est un événement où vous vous devez d'être à votre avantage sans que ça paraisse déplacé. N'oubliez pas de vous trouver un chapeau, d'ajouter une touche de parfum et ce sera parfait. Et vous messieurs, qu'avez-vous mis? Chemise, cravate et veste. Oh là là, ça ne va pas du tout. Hélas! Hélas! Hélas!
Nous n'allons pas au bal de l'Opéra, réputé pour être le plus huppé de Paris. Nous allons dans un bal populaire. Si vous êtes trop bien habillé, on vous prendra pour un bourgeois et à coup sûr, vous nous attirerez des ennuis. Non, non, pour vous, ce sera casquette, blouse et pantalon en velours. À la rigueur, vous pouvez mettre un foulard autour du cou, mais je vous le déconseille parce qu'en cas de bagarre, ça pourrait bien vous porter préjudice. Bon, maintenant que vous êtes prêts, où allons-nous bien pouvoir aller? Procédons par élimination. Déjà, quel jour sommes-nous? C'est important de le savoir car les bals ne sont pas ouverts tous les soirs. La plupart du temps, ils accueillent les danseurs le mardi, le jeudi, le samedi et le dimanche. Enfin, le dimanche, c'est surtout pour les familles. En plus, tout ceci varie selon les établissements. Heureusement, pour s'y retrouver dans tout ce fatras d'horaires, les tenanciers de bals font leur promotion via des affiches placardées un peu partout en ville. Toutes les informations sont marquées dessus. Mais il n'y a pas que la date qui compte. Un autre facteur est à prendre en compte pour choisir notre bal. Le milieu social. Car chaque bal a son public. Bien sûr, dans le quartier latin, il y a les bals fréquentés par les étudiants. Le Prado est d'ailleurs leur QG. Vers Grenelle, il y a le bal de l'Ardoise, où vont les ouvriers. À côté du pont d'Austerlitz, il y a un bal fréquenté par les mariniers et les débardeurs, et d'autres bals sont exclusivement fréquentés par les domestiques, les artistes, etc. Bref, il y en a pour tout le monde. Ah, nous pouvons aller au bal Bullier, 33 avenue de l'Observatoire. C'est l'un des plus fameux bals de Paris et il fut actif de 1847 à 1940, date où il ferma définitivement. Quoique, c'est peut-être un peu trop cliché de vous emmener là-bas. Ah, je sais où nous allons nous rendre, au bal du Casino, dans le 13e arrondissement. Par contre, je vous préviens, c'est un bal de barrière. Comment, vous ne savez pas ce que c'est? Oh, il n'y a rien de sorcier. À Paris, ce qu'on appelle les bals de barrière désignent les bals qui ont lieu au niveau des limites de la ville, limites qu'on appelle aussi barrières. La plupart de ces bals ont une réputation déplorable, et le mot est un euphémisme. On s'y met des cuites dantesques, on s'y bat, on s'y fait rançonner. Tenez, le plus fameux d'entre eux se trouve à la confluence du canal Saint-Martin et de la Seine. C'est le bal où on trouve les voleurs, les souteneurs et autres repris de justice. Idéal pour se faire dépouiller mort au vif. Donne tes bijoux, le drôle! Et figurez-vous que là-bas, quand il y a bagarre, ce qui arrive plusieurs fois par soir, on s'arrête de danser, on fait de la place pour les belligérants et, au lieu de se battre avec leurs poings et leurs pieds, ces derniers reculent, prennent l'élan et se mettent de prodigieux coups de tête. Naturellement, le dernier debout est victorieux. Enfin, le bal du Casino, où nous allons, n'est pas assez mal fréquenté pour qu'on y risque sérieusement notre peau, sauf si on le cherche, mais il l'est suffisamment pour qu'on s'y amuse, comme des petits fous. Eh bien qu'attendons-nous? En route! Ah, nous y voilà. Vous voyez le monsieur en uniforme devant l'entrée? C'est ce qu'on appelle la CIPAL. C'est une abréviation de police municipale. Les tenanciers de bal sont légalement obligés d'entretenir à leurs frais des agents pour maintenir l'ordre dans leurs établissements. Le nombre de policiers varie selon la taille du bal, mais la plupart du temps, ils sont au moins 2. Comme ça, s'il faut emmener un danseur un peu trop turbulent au commissariat, il reste toujours un homme pour surveiller. Avant de pouvoir entrer, il faut d'abord payer notre entrée. C'est une somme plutôt symbolique, l'équivalent de quelques euros, qui permet d'éviter que les vagabonds viennent traîner leurs pénates dans les bals. Et pour les demoiselles, c'est gratuit. Bien, maintenant, il nous faut passer par le vestiaire. C'est aussi payant, mais c'est obligatoire, même pour vous, mesdames. Les tarifs sont fixés par l'ordonnance de police. Vous savez, celle de 1833. Il faut payer 25 centimes de francs pour un vêtement et 10 centimes pour tout autre objet. Et croyez-moi, des autres objets, il y en a bien plus que vous ne le croyez. Tenez, regardez, il y a des pistolets, des dagues, des couteaux, des sabres. Toutes ces armes sont là parce qu'elles sont interdites dans l'enceinte de l'établissement, cela va de soi. Mais si vous regardez un peu plus attentivement, vous pouvez voir aussi des pelles, des scies, des marteaux, des râteaux et même des hottes remplies de vieux torchons. Des babioles, des petites choses. Tout ceci est là parce que certains travailleurs viennent au bal directement après leur journée de labeur et laissent là leurs outils, ou leurs chiffons quand il s'agit de chiffonniers. Ça y est, vous avez posé vos effets? Eh bien alors allons-y! Le casino est, comme la plupart des bals parisiens, composé de plusieurs pièces. Dans l'une, il y a naturellement une piste de danse. Cette piste est souvent entourée de tables autour desquelles on peut s'asseoir et boire. B-O-I, bois. La taille varie selon les bals, mais on peut y accueillir de quelques dizaines à plusieurs centaines de personnes. Il y a aussi parfois des billards. La deuxième salle a une ambiance plus feutrée. Elle est garnie de fauteuils, plus ou moins luxueux selon la qualité de l'établissement. On peut y boire quelques verres, fumer et papoter. Un témoin de l'époque nous raconte son ressenti sur ces petits salons. Dans ce salon se promenaient avant et après la danse des couples amoureux, ou ayant envie de le devenir. On y échangeait des poignées de main quand on se connaissait, et des œillades quand on voulait se connaître. On s'y invitait soit à valser, soit à souper, et il s'y faisait un brouhaha au milieu duquel le diable lui-même n'eût pas reconnu ses petits, ni ses petites. Ah, nous y sommes. La salle de bal. La décoration n'est pas terrible. La plupart du temps, on se contente de peindre les murs avec une couleur unie et de mettre par-ci par-là quelques drapeaux tricolores. Mais croyez-moi, la première chose qui risque de vraiment vous marquer en entrant dans la grande salle d'un bal populaire, c'est surtout... Le bruit et l'odeur. Car comme le disait Monsieur Georges Grison,
un journaliste qui écuma le Paris de la fin du 19e siècle. On parle des odeurs infectes de Paris. Que dirait-on si l'on allait passer quelques minutes seulement dans un bal, ou dans une atmosphère surchauffée par le gaz, s'agite, dansant sur les mains, sur le dos ou sur la tête. 30 couples dont la propreté n'est pas la qualité dominante, et où les vapeurs du punch et du vin chaud, la fumée de la pipe, le saucisson à l'ail et l'huile rance du plancher mêlent fraternellement leurs effluves. Voilà, je suis sûr que vos narines vous chatouillent déjà. Si vous vous demandez pourquoi ça sent l'huile, c'est tout simplement parce qu'on en met régulièrement sur le parquet entre deux danses. D'ailleurs, on a vite fait de tacher ses vêtements en tombant. Et je vous rassure pour l'odeur de sueur, certains bals sont parfois équipés d'un robinet d'eau où on peut se les altérer et se rafraîchir entre deux danses. Pour boire un verre, vous n'avez qu'à vous adresser à l'un des garçons qui écume la salle. Par contre, il y a peu de choix. Ce sera sans doute soit du punch, soit ce qu'on appelle du gros bleu. C'est, pour être poli, un vin de très piètre qualité. C'est de la merde. Sinon, il y a le sang de bœuf. C'est sans doute ce qu'il y a de plus exotique pour nous. Rassurez-vous, ce n'est pas à base de véritable sang de bœuf. Il s'agit de vin mélangé à des aliments hauts de goût, nous disent les témoignages d'époque. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Par contre, messieurs, je préfère vous prévenir, nous sommes au 19e siècle, et ce n'est pas vous qui offrez des verres aux filles, mais elles qui paient leur tournée. Enfin, sous réserve que vous soyez un cavalier à la hauteur, ça va de soi. Ils savent danser, les charpentiers? Tu peux y aller, hein. La meilleure danseuse de Belleville. On a beau être dans un bal de barrière, vous remarquerez qu'il y a plusieurs musiciens. Dans chaque bal, on compte presque toujours un violoniste. Les autres instruments varient. Il y a en général une grosse caisse pour marquer les temps, des cornets à piston et des ophicléides. Monsieur, vous savez, cet instrument. Les musiciens sont parfois accompagnés d'un chef d'orchestre. Dans les bals plus huppés que le nôtre, il arrive que le chef d'orchestre compose lui-même quelques chansons qui seront jouées dans la soirée. C'est notamment le cas au bal de la salle Montesquieu, avec son fameux chef Bosisio. On joue plein de morceaux, mais la plupart du temps ce sont des polkas très rapides, des redova au tempo plus lent, histoire de se reposer un peu, des valses pour les slows, et le quadrille qui a la particularité de se faire à plus de 2 danseurs. Il arrive aussi que l'orchestre joue des musiques plus folkloriques, comme la fameuse danse de l'ours qui fait des ravages dans les années 1850. Tenez, c'est cette chanson-là. Avouez que ça donne envie de faire les fous. Sachez vous arrêter où commence l'excès. Avant chaque morceau, l'orchestre brandit une pancarte sur laquelle est inscrit le style de danse de la prochaine chanson, histoire que les danseurs intéressés soient avertis. Mais les musiciens ont parfois la vie rude dans les bals. Tenez, par exemple, à la Belle Moissonneuse, un bal situé à la barrière Fontainebleau, il y a un jeu. Il faut lancer des boulettes sur les musiciens et le premier qui se prend un instrument au visage a gagné. Je vous le disais bien que les bals de barrière étaient un peu particuliers. Avant de vous lâcher dans le bal, je préfère vous avertir que les danses sont souvent payantes, quelques dizaines de centimes. Mais bon, je ne vous l'ai pas dit, mais à l'entrée, je nous ai pris un forfait à 2 francs. Nous avons une consommation et les danses à volonté. Bon, maintenant que vous connaissez l'endroit, allez donc vous amuser. De mon côté, je vais aller voir si je reconnais quelqu'un. Ah, le bal. S'il y a un endroit où on peut voir le peuple, c'est bien là. Il y a de tout, et tous les âges sont représentés. Oui, tous. Il y a des vieillards qui viennent oublier qu'ils en sont. Ils disent comment ça se fait ces bêtes-là, pour regarder tes pieds, peur, la plus rien du tout. Mais il y a aussi des bébés. Oui, on en voit parfois. Et ils sont toujours avec leur maman. D'ailleurs, cette maman a, la plupart du temps, une quinzaine d'années, et sort avec une amie qui se charge de garder le bambin pendant qu'elle danse. Ah, je sais ce que vous vous dites. Un bébé dans un bal, ça doit bien plomber l'ambiance avec ses pleurs. Rassurez-vous, quelques cuillerées de gros bleu le font tomber dans les bras de Morphée en moins de 2 temps 3 mouvements. Pour rester sur le sujet de la population féminine des bals, Georges Grison, habitué des lieux les plus pittoresques de Paris, nous fait un petit tableau relativement objectif. Les filles qui viennent sont très jeunes et souvent issues de milieux très modestes. Des fillettes de 14 à 15 ans, à peine vêtues de haillons, robes de soie teintes et déteintes, bottines à hauts talons éculées et tournées, chapeaux de paille à longues plumes qui ont eu des malheurs et pendent mélancoliques et défrisés. Et sous ces haillons tachés de gros bleu, et malgré le mouchoir qu'elles se mettent à la taille, maculées par les grosses mains suantes des danseurs, les petites se cambrent, se dandinent, font des mines, caquetant et coquetant. Un autre témoin dans un bal différent nous rapporte « Quant aux femmes, bonnes, cuisinières, grisettes, je n'en trouvais pas une seule qui eût une ombre de beauté réelle. Tout cela était dévasté, décrépit, replâtré tant bien que mal. Ruine sur ruine où la misère débauchée avait tracé son plus hideux sillon. Laideur repoussante où grimaçait un reste de jeunesse effrontée et ricaneuse qui était une laideur de plus.
La gueulon gélatinée sans doux. 3 mentons les nichons qui dévalent sur la brioche. Que retenir de ces belles paroles? Probablement que les femmes qui fréquentent les bals sont jeunes et modestes. La plupart du temps, ce sont ce qu'on appelle des grisettes. C'est le joli nom qu'on donne aux ouvrières. Mais il n'y a pas que ça. Certaines filles qui travaillent parfois comme femmes de chambre ou domestiques pour de grandes bourgeoises parviennent un peu mieux à se distinguer en imitant les manières de leur maîtresse. Il y a aussi malheureusement des filles misérables qui viennent au bal pour se faire offrir de la nourriture. Et oui, à l'époque, les Français ne mangent pas toujours à leur faim. Mais toutes ces femmes, aussi pittoresques soient-elles, ne sont pas toujours honnêtes. Tenez, avez-vous déjà entendu parler des marmites ? Rien à voir avec les soupes et les bouillons. Marmite, c'est le nom qu'on donne aux filles qui sont de mèche avec des souteneurs, des proxénètes si vous préférez. La technique est bien rodée. La fille se trouve un bonhomme à charmer, il se laisse prendre au jeu, puis le souteneur intervient, cherche querelle avec le pauvre diable en prétendant que ce dernier a voulu séduire sa compagne. Ça se termine en bagarre et l'homme finit dépouillé. À moins que la cipale de service agisse suffisamment rapidement, auquel cas les deux bagarreurs terminent leur affaire dans la rue, et le type sera probablement quand même dépouillé. J'essaie de me contrôler, mais j'ai un tempérament plutôt vif. Mais je vous arrête tout de suite si vous pensez qu'au bal, les bagarres sont uniquement l'affaire des messieurs. Oh que non! Les femmes ne sont pas les dernières quand il s'agit de se castagner. Et le motif numéro 1 des bourre-pifs est tout naturellement... les hommes. Pour ce qui est de la fréquentation masculine, là encore nous ne sommes pas sans témoignage. Oh, des gens avinés se roulant dans la boue, criant, chantant, se battant, offrent un spectacle hideux, bien triste surtout au point de vue du délassement que prennent certains individus. Mais quand on songe que les jours qui doivent suivre ils redeviendront travailleurs laborieux, on ne sait que les plaindre en les voyant se repaître de joies aussi sales. Salaud pauvre. Mais je vous rassure, la réalité est bien moins manichéenne que cela. La population varie tout de même radicalement d'un bal à l'autre, car encore plus que les femmes, les hommes choisissent les bals qu'ils fréquentent en fonction de leur milieu social. Il faut se méfier, car parfois des voleurs à la tire rôdent et profitent de l'ébriété générale pour subtiliser quelques portefeuilles. C'est surtout le cas dans les bals de barrière. Où nous sommes en fait. Mais les bals sont également infiltrés par... les policiers. Et oui, si je vous ai emmené au bal du casino, c'est précisément parce qu'il paraît que c'est une vraie souricière pour les agents de la brigade des mœurs. Il faut dire que la fameuse ordonnance de 1833 prévoit que chaque entrepreneur de bal public devra interdire dans son établissement toute danse indécente et requérir les officiers de police à l'effet d'en expulser les auteurs, ainsi que toute personne qui commettrait des outrages publics à la pudeur. Et des outrages publics, il y en a, surtout dans les bals de barrière. Mais il arrive parfois que des choses bien plus graves que de simples outrages ou des bagarres aient lieu dans les bals. La preuve, parmi toutes les histoires sordides qui circulent sur les bals, il y en a une qui marqua le siècle, tant elle surpasse les autres en horreur et en perversion. Cette affaire eut lieu en 1844, dans un bal de la rue Mouffetard appelé le Vieux Chêne. Elle est passée à la postérité sous le nom d'affaire de la Tour de Nesle. Elle est si complexe et sordide que je ne peux pas vous en parler ici. Ce serait d'une indécence déplacée, et je ne voudrais pas choquer les âmes sensibles. Toutefois, les plus braves d'entre vous peuvent aller l'écouter. Je vous la raconte dans une nouvelle écrite par mes soins. Le lien est bien sûr en description. Il n'est pas rare qu'on se mette de monumentales cuites lors d'une soirée au bal. Cette pratique est un moyen de décompression pour des gens qui, la plupart du temps, font facilement 2 fois les 35 heures en une semaine. J'espère que vous n'êtes pas un couche-tôt, car les bals, même s'ils sont censés fermer à 23h, ont souvent une dérogation pour rester ouverts toute la nuit. Je voudrais vous raconter 1001 histoires sur les différents établissements, les habitués. Je voudrais vous raconter comment se passent les bals masqués, mais le jour ne va pas tarder à se lever. J'espère que vous avez apprécié cette sortie au bal, et si c'est le cas, partagez autant que faire se peut cette vidéo. Il serait dommage que vos amis ignorent ce qu'est un bal. Un vrai. Ceci dit, je suis sûr que cette petite virée au bal vous a fait prendre conscience que c'est un lieu bien moins guindé ou ringard que vous ne le pensiez. Avouez-le. Vous vous demandez sans doute comment des bals aussi populaires et aussi fréquentés ont pu en arriver là où ils sont aujourd'hui, n'est-ce pas? Eh bien, avec la Première Guerre mondiale, de nombreux bals sont fermés. De plus, pendant l'entre-deux-guerres, Paris, qui jadis donnait le ton en matière de divertissement, devient perméable à l'influence américaine. Désormais, on danse sur du jazz et du charleston. Pour plus de confort, les clients peuvent à la fois danser puis profiter d'un service de restauration. Les bals meurent, sont enterrés et oubliés. Et les nouveaux établissements qui les ont remplacés, figurez-vous que vous les connaissez. Voilà près de 100 ans qu'on les appelle les boîtes de nuit. Et bien voilà, ce tour des commodités est déjà terminé, et j'ose espérer qu'il vous a ravi.
Je rappelle que vous pouvez poser des questions sur l'épisode dans les commentaires. Si elles sont suffisamment nombreuses, je me ferai un plaisir d'y répondre en vidéo. N'oubliez pas que le partage est une excellente façon de soutenir mon travail, alors n'hésitez pas à le faire. Par ailleurs, si vous cherchez de l'occupation en attendant le prochain TCBS, qui sera ni plus ni moins que la suite de notre promenade sur le Titanic, vous pouvez vous occuper en jetant une oreille à mon roman audio, ou en écoutant la nouvelle sur la sombre affaire de la tour de Nesle. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram. Allez, maintenant... Au revoir.